Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, pour cette spéciale ou pas. Cette semaine, on va voir, ce sera peut-être autre chose. On en a un peu marre des émissions avec des invités prestigieux, donc on est reparti dans nos émissions classiques, on va dire, avec deux journalistes très spécialistes des séries qui vont venir nous donner leur avis sur les séries d'anthologie. Les séries d'anthologie, c'est quoi ? Vous savez, c'est ces séries avec un épisode égale une histoire, ou une saison égale une histoire. Il y a plein de formats différents, et ça raconte quelque chose du monde des séries aujourd'hui. Il y a eu Black Mirror, et il y a une nouvelle série qui s'appelle Love, Death and Robots. La nouvelle saison vient de sortir sur Netflix. Ça nous a donné envie d'en parler avec donc mes deux super invités du jour qui ne sont pas des actrices, pas des réalisatrices cette fois, pas des éditrices de BD, mais des journalistes. Avec moi donc Salambo Marie. Salut Salambo. Salut. Comment vas-tu ? Eh bien très bien, et toi ? Eh bien nickel, je suis ravi de te retrouver. Toujours journaliste pour le site de Numérama. Tout à fait. Donc, toujours les plateformes de streaming, ça n'a pas bougé. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Sérimania, à Lille. Oui, exactement. De retour à Paris pour un petit passage en plateau. Et l'autre invité, c'est Juliette. Salut Julie. Salut. Julie, comment vas-tu ? Ça va très bien. En pleine forme ? Ouais. Et bien toi, par contre, tu as un peu bougé. Tu es monté, tu as pris du galon au Journal du Geek. Tu étais journaliste série. Tu es désormais la chef de la rubrique cinéma et séries du Journal du Geek. Bravo, félicitations. Merci. Et on est ravis que tu reviennes une nouvelle fois dans l'épisode suivant pour nous parler donc des séries d'anthologie. Je vous propose qu'on démarre direct notre débat de la semaine. C'est parti. Voilà, c'est pas forcément la série la plus connue du catalogue Netflix, mais moi je l'aime beaucoup. Je considère que c'est un peu une petite pépite qu'il faudrait regarder, notamment parce qu'elle est facile à voir, puisque c'est une série donc d'anthologie. Ça s'appelle Love, Death and Robots. L'amour, la mort et les robots, si on veut traduire en bon français. Et elle revient ce jeudi 15 mai pour une 4e saison. C'est une série donc d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode raconte une histoire différente, complètement déconnectée des autres. Les épisodes sont assez courts, entre 10 et 20 minutes à peu près, environ. Et voilà, c'est un peu le même concept que Black Mirror, si on veut. Voilà, c'est 2 séries d'anthologie, sauf que là, c'est encore plus bigarré. Ça raconte, c'est de l'animation déjà, c'est important de le dire. C'est de l'animation avec surtout chaque épisode réalisé par un studio différent. Donc, ça veut dire que chaque épisode a son propre style graphique et donc sa propre histoire par ailleurs. Il y a plein de styles. C'est vraiment très beau à regarder et ça nous dit aussi comment avance l'animation. Je trouve ça assez intéressant. Et il y a donc en commun quand même un fil narratif qui est l'idée de parler de l'amour, de la mort et des robots. Alors parfois c'est un peu les trois en même temps, parfois c'est un peu aucun des trois, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Mais il y a une notion aussi de futur, de société futuriste qui est un peu étudiée à chaque fois. Salambo, Julie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que c'est une pépite, Love, Death and Robots ? Oui, moi je suis d'accord. Je trouve que c'est une série qui est assez importante dans le catalogue Netflix. Ouais. Je trouve que ça a permis de marteler quelque chose qui m'est très cher, qui est que l'animation n'est pas que pour les enfants et que l'animation, même pas du tout. Pour voilà, les enfants. l'animation peut s'adresser uniquement aux adultes, ouais, avec des thématiques très matures, des visuels très violents aussi, puisque Love, Death and Robots n'est pas connu pour faire dans la dentelle en général. Par contre, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est de l'anthologie, donc c'est un peu inégal. Faut accrocher à chaque épisode. Dans le cas de Love, Death and Robots, il n'y a pas juste l'histoire en plus qui peut nous plaire ou pas. Il y a effectivement un style graphique qui sont souvent très marqués. Ouais. On peut le voir là effectivement avec les images. Voilà, il y a des styles très très différents. Donc ça fait un peu 2 portes d'entrée, on va dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut accrocher à la fois à l'histoire et à la fois au style graphique, ce qui peut être peut-être un peu clivant, je pense, selon les personnes. Mais ça permet effectivement aussi, comme c'est sur Netflix, d'avoir plein de durées très différentes. Comme tu le disais, ça va de 6 à 20 minutes. Vraiment des très courts. Voilà. Et du coup, ça se picore un peu. C'est vraiment un petit bonbon. Quand on a le temps, voilà, on se regarde un petit épisode. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve qu'effectivement, ça a permis de montrer que l'animation, ça pouvait prendre plein de formes différentes et que ça pouvait être vraiment pour les adultes. Une série qui se picore, on la met dans sa liste, Julie, et on la regarde de temps en temps quand on n'a pas envie de se faire un épisode d'1 heure. Complètement. Je pense que Netflix, en plus, se trompe pas en choisissant ces formats courts parce qu'ils ont un peu la tendance à s'habituer aux habitudes de leurs consommateurs et de leurs clients. Et c'est vrai que les clients sont friands de choses qui se regardent dans le métro pour aller au boulot, dans la salle d'attente du médecin. Donc, je pense que c'est un format et c'est pour ça que ça devient de plus en plus... qui mise sur ce contenu et sur d'autres, c'est que ces formats courts déjà permettent une pluralité, tu le disais, d'esthétique et d'approche et surtout de genre aussi, qui peuvent aussi s'adresser à tout le monde et avec le fantastique, la fantasy, la science-fiction. Donc en fait, je pense que c'est clairement un truc à regarder et puis c'est toujours plaisant de voir un peu cet effet workshop animation de plein de styles, d'artistes. C'est vraiment très, très cool. Ça permet de voir effectivement ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de l'animation, qui va de style très graphique, on va dire, presque dessiné, jusqu'à de l'ultra-réalisme. Moi, je me souviens d'un épisode dans la saison 3 où on se demandait vraiment
comment ils avaient fait pour que ce soit aussi réaliste. Les moments là, ça se passait beaucoup dans l'eau et c'était très très fluide. C'est assez impressionnant. Et c'est intéressant ce que tu disais sur les formats aussi, puisque c'est aussi ce qui a présidé un petit peu à la naissance de Love, Death and Robots, qui est créé notamment par deux têtes pensantes. Elles sont plusieurs, hein, mais il y a d'un côté David Fincher. Faut-il présenter David Fincher peut-être plus, voilà, grand réalisateur qui a réalisé beaucoup de grands films à Hollywood, qui bosse beaucoup avec Netflix maintenant. Et Tim Miller, il est un peu moins connu, mais c'est un réalisateur aussi, et surtout c'est un créateur d'effets spéciaux, je sais pas quel est le terme exact, c'est un spécialiste des VFX, et il en a beaucoup créé pour des grands blockbusters, et donc c'est quelqu'un qui maîtrise à fond ces techniques-là, et tous les deux, voilà, le génie narratif de Fincher d'un côté, le maîtrise technique de Tim Miller de l'autre ont donné naissance à cette série qui a beaucoup innové, qui a beaucoup apporté, Salombo l'a dit, voilà. Qu'est-ce que cette saison 4 donc, qui sort ce jeudi 15 mai sur Netflix, on ne peut pas trop en dire encore, mais qu'est-ce qu'elle ajoute de plus? Qu'est-ce que selon vous, voilà, vous avez vu les premiers épisodes qui vont sortir donc demain quand on enregistre, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, peut-être Julie? Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de saison? J'ai trouvé que c'était plus divers encore, parce que là, on peut voir les images. Il y a un épisode en live action. Ouais, donc en prise de vue. En prise de vue réelle, ouais, donc avec des vrais acteurs, pas du numérique. Donc on sent qu'il y a encore toujours cette envie de multiplier les approches et de multiplier les angles. Et alors, le Love, Death and Robots, c'est de moins en moins présent, je trouve, quand même. La promesse de base. Parce que sinon, c'est juste une succession de courts-métrages. Le fait est qu'il y avait ce fil narratif où ça parlait quand même beaucoup de robots. Et souvent un peu d'amour et beaucoup de morts. C'est beaucoup plus science-fiction cette saison. J'ai l'impression que ça change moins. Ça va moins chercher du côté de l'horreur, ou alors l'horreur mais avec un prisme science-fiction, mais du côté de l'horreur, du fantastique ou même de la fantasy. Ça va plus revenir un peu au matériel source qui est la mort, les robots. Mais en même temps, c'est parfois un peu accessoire. On le verra, on le voit un peu. C'est vraiment juste un exercice de style autour de ces thématiques, mais qui sont moins présentes qu'elles étaient au début. Salombo, tu as vu les premiers épisodes aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette 4e saison? Est-ce qu'elle leur apporte quelque chose? Est-ce qu'il y avait besoin d'aller encore plus loin? Je suis d'accord avec Julie, je trouve qu'effectivement là on va vraiment beaucoup plus sur la science-fiction pure et dure. Il y a beaucoup d'épisodes avec des aliens notamment, ou en tout cas des visiteurs venus d'ailleurs. Voilà, il y a pas mal de définitions possibles qui sont explorées par cette saison 4. Il y a toujours beaucoup de guests aussi. Par exemple, il y a un épisode sur un concert des Red Hot Chili Peppers. Ça c'est un peu une particularité aussi de Love, Death and Robots. C'est d'avoir un peu de la promesse là peut-être, non? Qui sort un peu de la promesse. Bon, c'est vrai que c'est pas... Bon, c'est un concert, comme disait Julie en avant. Love dans une chanson des Red Hot, on va dire que ça marche. Oui, voilà, on peut dire que ça marche. En fait, la petite histoire, c'est aussi que David Fincher avait réalisé des clips pour Red Hot Chili Peppers. Et du coup, là, ils ont eu envie de faire un épisode ensemble. Mais bon, ça fait un peu plus... ils avaient envie de faire un truc ensemble, ils ont fait cet épisode que vraiment ça rentre dans Love, Death and Robots. Mais bon, voilà. On trouve un artifice et ça passe. Exactement, on trouve un petit film narratif, c'est bon, ça passe. Et comme d'habitude, je trouve ça aussi très violent. Il y a des épisodes assez gore, il faut s'accrocher un petit peu. Et puis ça parle beaucoup, en tout cas dans les épisodes que j'ai vus aussi, de la bêtise humaine toujours. Voilà, les humains sont pas présentés sous leur meilleur jour. Donc, c'est aussi un des films narratifs, même si ça n'est pas dans le titre, de Love, Death and Robots. Tim Miller, je le disais, donc il a réalisé aussi récemment une autre série d'anthologie, puisque c'est donc notre thème du jour, qui s'appelle Secret Level. Cette fois, c'est des histoires liées aux jeux vidéo. En gros, ils ont pris des univers de jeux vidéo plus ou moins connus pour raconter des histoires de personnages qu'on n'avait pas vus dans les jeux. Donc un format encore un peu geek, proche de la science-fiction, des monstres, des univers fantastiques, etc. Est-ce que l'anthologie, justement, ça marche bien pour ces formats-là qui ne sont pas évidents à porter sur du format long? Peut-être ça coûte cher, déjà, de faire la science-fiction, des effets spéciaux, ça coûte cher. C'est une bonne façon d'en faire à peu de frais? Je pense que déjà, il y a un choix au niveau de la narration et du format qui permet d'avoir des histoires plus impactantes et qui permet de faire des choix. On compte plus le nombre de séries de science-fiction qui se perdent à être beaucoup trop précises et parfois qui multiplient les longueurs. Là, on a un vrai truc qui est resserré et qui, en plus de ça, pour le côté geek, il y a vraiment des rapprochements très clairs entre le jeu vidéo et Love, Death and Robots, alors que ça n'évoque pas directement des jeux vidéo, mais en termes d'esthétique, en termes de thématique, en termes de format, il y a vraiment quelque chose de très geek, on va le dire. Déjà, la science-fiction, ça l'est, mais en termes de format et d'idées, c'est très proche de ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo, dans les romans de fantasy, dans les romans de science-fiction. C'est pour ça que je pense que ça
ça complimente pas mal la série et du coup les genres. L'anthologie, ça fait émerger des histoires qu'on n'aurait pas pu voir autrement aussi. C'est peut-être ça l'intérêt, Oui, comme les courts-métrages pour le cinéma, en fait. Exactement, oui. Je pense que ça donne la parole aussi à des auteurs, des autrices, des dessinateurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur nos écrans. Et je suis totalement d'accord sur cette idée que ça se rapproche beaucoup du jeu vidéo. Et cette idée d'avoir des petites cinématiques, en fait. Enfin, c'est vraiment des petites cinématiques de jeux vidéo. Et effectivement, je pense que Secret Level aussi s'adresse à des personnes qui ont... Enfin, des geeks qui aiment leurs univers et qui ont envie de les approfondir. Et du coup, je trouve que ça permet vraiment d'approfondir des petites histoires de niche, des petits univers de niche. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça marche. Alors, Secret Level a un petit peu moins bien marché que Love, Death and Robots, je crois. Mais c'était sur Prime Video. C'était sur Prime Video. Netflix, contrairement à Love, Death and Robots. Tout à fait. Mais je pense que c'est un petit bonbon, comme on disait, qu'on picore et qui comble un peu ces petites passions obscures qu'on peut avoir pour soit des jeux vidéo dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps, soit des styles d'animation qui sont très singuliers et qu'on peut adorer, mais qu'on voit rarement. Donc je trouve que oui, c'est un peu ça pour moi ça comble un peu le geek qui est en chacun de nous en fait finalement. Dans Secret Level, il y a un épisode qui est consacré à l'univers de God of War. Oui. Il y a un jeu qui, on le sait, il y a un projet d'adaptation cinéma qui est dans les cartons depuis très longtemps, qui est compliqué à faire naître puisque il y a des monstres géants, il y a des personnages avec des pouvoirs incroyables. Ça coûte très cher et c'est pas sûr que ce soit très rentable au cinéma de faire un film comme ça. En revanche, voilà, si vous êtes fan du jeu, vous avez l'occasion de voir un petit court-métrage de 15 minutes hyper bien réalisé, hyper punchy. Donc là, on est sur les formats d'anthologie, parce qu'on va continuer de détricoter un petit peu ces formats-là. Donc on est sur le format, on va dire, un épisode, une histoire, qui est aussi le format de Black Mirror, qui est peut-être la série d'anthologie la plus connue aujourd'hui. Si on demande à quelqu'un ce que c'est qu'une série d'anthologie, il va peut-être nous parler de Black Mirror. Black Mirror qui est revenu avec une 7e saison. Est-ce que cette série est toujours utile ? Est-ce que, comme les autres anthologies, est-ce qu'elle arrive à se renouveler ? Est-ce qu'elle raconte encore des histoires qu'on a envie de voir ou qu'on a besoin de voir, Julie ? Moi, je dirais que sur la saison 6, un peu moins. Ouais. Mais cette 7e saison, justement, elle a trouvé une nouvelle manière de raconter un futur hypothétique, de raconter nos rapports aux nouvelles technologies. Et c'est peut-être en étant moins spectaculaire sur le choix des technologies, moins surprenante en ce sens, mais par contre en étant plus précise dans la manière de raconter les personnages et les défis qu'ils doivent surmonter, de raconter leur deuil, leurs limites. Et c'est vraiment intéressant de raconter l'industrie, là on peut le voir avec l'épisode Hôtel Rêverie, l'industrie du cinéma, de raconter en fait plein de choses sur lesquelles on peut se rattacher. Et je trouve que ce rapport humain est encore plus fort avec la nouvelle saison et c'est peut-être comme ça qu'elle a trouvé un moyen de se réinventer. Ça reste une belle série d'anthologie, Black Mirror. Ça marche encore ce format pour cette série qui aurait pu aller plus loin. On se souvient par exemple de Bandersnatch qui était l'épisode un peu à part mais qui était plus long. Certains des formats de Black Mirror font 1 heure, donc on est quasiment sur des longs métrages. Ils auraient pu se dire tiens, on passe au cinéma, on fait un film. Ils continuent avec ce format d'anthologie. C'est vrai que la frontière avec les longs métrages est parfois floue. Je crois qu'Hôtel Rêverie, on se rapproche des 1h30. Ouais. Bon, ça aurait pu être moi j'aurais adoré voir Hôtel Rêverie au cinéma. Concrètement, il y a des épisodes qui peuvent effectivement se rapprocher de films qu'on pourrait voir au cinéma sans aucun problème. Je trouve quand même qu'effectivement, comme tu le dis, la saison 7 s'est vraiment renouvelée grâce à cette émotion qui était plus présente que dans les premières saisons où il y avait un côté très très cynique tout le temps, mais qui du coup nous foutait effectivement un coup de poing un peu en plein ventre, mais on s'attachait moins aux personnages, etc. Là, il y a vraiment une volonté, je pense, de faire en sorte qu'on soit plus proche de ces personnages-là. Et puis, chaque épisode est tellement conçu effectivement comme un coup de poing que de toute façon, ça marche très bien aussi ce format-là, parce que voilà, il y a une histoire, un épisode, et la fin nous laisse toujours un peu bouche bée devant notre écran. Mais effectivement, le risque, c'est que comme dans la saison 6, et comme d'ailleurs dans Love, Death and Robots parfois, on s'éloigne un peu de la trame narrative habituelle et on se demande un peu pourquoi certains épisodes font partie de l'univers de Black Mirror alors que finalement soit les technologies sont très lointaines, soit le propos est pas du tout lié à ce qu'on a l'habitude de voir dans cette série. Donc je trouve que c'est un peu le problème entre guillemets des anthologies avec un épisode, une histoire, c'est que potentiellement on peut aussi faire des petites sorties de route qui sont parfois un peu étonnantes, voire dommageables en fait. Et ça reste malgré tout un pari puisque ça entraîne le risque que les gens décrochent en fait. On en regarde 2 puis on se dit mais en fait ça me plaît plus et j'ai plus vu qu'il n'y a pas d'enjeu de qu'est-ce qui arrive au personnage dans l'épisode d'après, on
peut aussi lâcher. Black Mirror, c'est la plus connue dans ce format-là, mais c'est pas elle qui a inventé le format d'anthologie, loin de là. Ça remonte à longtemps, même aller jusqu'aux années 80. Spielberg s'y était fait essayer un moment sur NBC avec les histoires fantastiques, par exemple, qui est assez marrant à regarder quand on connaît pas trop. C'est Spielberg sans être Spielberg. Spielberg avec des petits moyens qui s'amusent à faire des choses. Donc il y a eu Black Mirror plus récemment. Il y a aussi American Horror Story, qui a un peu établi aussi un autre genre d'anthologie. C'est là pour le coup une saison égale une histoire. Il y en a eu plus de 12, je crois. Il me semble. Je suis resté à 12, mais je crois que ça a peut-être continué après. Qu'est-ce que ça change pour vous, la différence entre un épisode, une histoire, ou une saison, une histoire ? C'est un peu plus complet, logiquement. Ouais. En fait, ça permet, là pour American Horror Story, d'explorer plein de thématiques de l'horreur et de les découler pendant plus longtemps. Plein d'univers. Il y a aussi un ludisme évident à changer tout le temps de décor, tout le temps d'approche, tout le temps de mise en scène. Ouais. C'est vraiment en ça, je pense que Ryan Murphy s'amuse avec son American Horror Story. Le casting aussi, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, ça devenait un peu qui sera au casting de la nouvelle saison d'American Horror Story. Il y a un événement, c'est sûr. Tu crées l'événement en disant waouh, cette année, on a recruté telle personne pour tel personnage. Forcément, ça participe déjà, je pense, à l'horreur qui se découle sur des longs formats très linéaires. Ça n'existe pas ou peu. Où là, on a plusieurs mini-films, des films de 10 heures finalement, qui peuvent être plus complets sur leur thématique et le parcours des personnages, tout en utilisant les mêmes mécaniques que l'horreur au cinéma finalement. Et qui reste quand même avec des fils narratifs un peu communs d'une saison à l'autre, malgré tout. L'horreur, ça marche bien en anthologie, puisqu'il y en a eu une autre plus tard, notamment sur Netflix, on a eu plusieurs autres, mais c'est la série des The Haunting. Il y en a eu 3 saisons. 2 saisons. 2 Oui. Il me semble qu'il y en avait une 3e. Je ne suis pas très horreur, je vous avoue. Je ne regarde pas des masses. Mais c'est un format qui a bien marché, qui a beaucoup fait parler. L'horreur, l'anthologie, ça match ? Ah oui, moi je trouve que ça match totalement. En fait, je trouve que ça revient un peu à ce qui, je pense, était l'essence des anthologies en fait avant les années 80, avec effectivement les séries dont tu parlais. Il y a aussi eu les Contes de la Crypte, la 4e dimension, des choses comme ça. Et en fait, je pense que ça rentre dans quelque chose qui est très commun à tout le monde, qui est ces histoires qu'on se raconte un peu au coin du feu pour se faire peur avant d'aller dormir. Et je pense que du coup, en ça, l'horreur et l'anthologie marchent très bien, parce qu'il y a vraiment ce côté... on va nous raconter un petit truc, on va frissonner un petit peu, on sait pas trop, est-ce que ça a vraiment existé, est-ce que ça n'a pas vraiment existé, on sait pas. Et je pense que du coup, l'horreur se prête extrêmement bien à ce format-là. The Haunting, effectivement, comme American Horror Story, a été plutôt sur cette idée de une saison, une histoire, mais avec des points communs quand même entre les deux. Et puis surtout, ça permet d'approfondir du coup des thématiques. Là, en l'occurrence, The Haunting, qui moi est une de mes anthologies préférées, parce que on utilise l'horreur du coup pour raconter aussi d'autres choses plus profondes, le deuil, la santé mentale, la dépression, les addictions. Tout ça passe à travers l'horreur, du coup, sur un temps long, avec quand même cette idée d'anthologie, puisque, avec un peu un épisode quand même, un personnage. Dans The Haunting of Hill House, par exemple, il y a globalement cette idée-là. Donc pour moi, c'est un peu The Haunting, American Horror Story, tout ça, c'est des héritières en fait des Contes de la Crypte, de la 4e dimension, de Chair de poule aussi qu'on regardait quand on était petit. Voilà, donc il y a pour moi, ça marche forcément mieux sur des anthologies, puisque... J'aime bien cette idée d'avoir un peu un recueil dans lequel on va venir piocher son histoire, avec quoi on va se faire peur ce soir, avec quoi on va s'impressionner ce soir. Oui, ça invoque aussi des choses comme Edgar Allan Poe, par exemple, qui faisait beaucoup de recueils de nouvelles, Le Chat Noir, des choses comme ça, exactement, Maupassant. Voilà, c'est des auteurs qui, effectivement, ont été un peu des pionniers de l'horreur dans la littérature et qui ont travaillé cette matière-là en nouvelles. Donc, effectivement, d'avoir des anthologies maintenant sur le petit écran, c'est pas déconnant par rapport à cet héritage-là. On a donné beaucoup d'exemples d'anthologies pour l'instant, mais beaucoup de genres. Donc, beaucoup, on reste dans le fantastique, le jeu vidéo, un peu le science-fiction, l'horreur beaucoup, etc. On l'a dit, ça marche bien avec ces histoires-là, ça permet de raconter des formats un peu différents sur des histoires pas forcément adaptables ou finançables d'autres façons. Mais il y a quand même des contre-exemples. Je pense à The White Lotus, je pense à Fargo, par exemple, qui se rapproche de formats... The White Lotus, on est sur une série un peu premium, avec des enjeux plutôt humains. Et Fargo, on est dans le policier un peu comique, mais reste dans le policier souvent. Ça montre que l'anthologie, ça peut aussi raconter d'autres choses. Je pense que dans le cas de The White Lotus, en tout cas, c'était l'opportunité rêvée de faire des anthologies, c'est de dire, on va raconter une semaine de vacances de gens riches. Vous en avez a priori pas grand-chose à faire. Spoiler,
spoiler, si. On adore. Mais parce que ce format resserré permet vraiment d'avoir ces petits bouts de vie que très peu de gens auront, parce que je ne sais pas quel est le prix de la chambre à The White Lotus, mais... Pas monsieur tout le monde qui va dans les hôtels White Lotus, non. Et puis surtout, ça permet de construire vraiment un propos sur, encore une fois, je pense que l'anthologie La bêtise humaine, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, mais il y a tellement de galeries de personnages, et il y a vraiment ce sentiment d'une semaine qu'on suit de manière presque... simultanée avec eux. Quasiment un jour un épisode. C'est ça, que ça marche super bien. Et alors pour Fargo, je pense que l'idée de réadapter le film des frères Cohen en série et de le développer plus longtemps, enfin c'est pas tout à fait la même histoire, mais de réadapter l'esthétique, la tonalité du film des frères avec des Cohen, un peu bêtes, un peu absurdes, marchait effectivement assez bien. Ils ont poussé assez loin parce qu'il y a eu 5 saisons quand même à Fargo, qui est toujours plus ou moins en cours d'ailleurs, je crois. The White Lotus, c'est effectivement un peu opportuniste de dire ça a cartonné, on fait ce format-là, derrière ça marche bien. Mais c'est aussi peut-être l'idée, ce que c'est un peu Julie, d'avoir des histoires avec un début, un milieu, une fin, et on n'a pas la perspective d'avoir 4 saisons pour savoir ce qui va arriver au personnage. Aujourd'hui, le temps d'attention des gens, il est réduit, c'est une bonne idée aussi, peut-être sur des formats plus classiques. Oui, tout à fait. Et puis, ils gardent quand même, par contre, des personnages d'une saison à l'autre. Donc, on retrouve quand même un peu ce qu'on aime aussi dans le fait de s'attacher à certains personnages et de pouvoir les revoir sur plusieurs saisons. Mais effectivement, si on a des grosses questions au début de la saison, elles seront résolues à la fin. Et puis, pour moi, The White Lotus et Fargo sont pas si éloignés finalement des autres, dans le sens où je pense qu'il y a 3 genres qui marchent vraiment très très bien en anthologie. Il y a la science-fiction, on a parlé de Love, Death and Robots de Black Mirror. Il y a l'horreur, du coup, on parlait de The Hunting, American Horror Story. Et puis il y a les affaires criminelles. Et The White Lotus et Fargo sont des séries qui tirent quand même vers le policier. The White Lotus, il y a toujours un meurtre, on se demande toujours qui a pu faire le coup, mais surtout qui est mort, parce qu'en général on le sait pas. Et je pense que ça tire toujours un peu sur ce truc, cette curiosité que les gens ont pour le true crime, pour les affaires judiciaire. Ryan Murphy, par exemple, avait aussi fait American Crime Story en 3 saisons, je crois. Il y a eu Monstre aussi sur Netflix dont on a parlé. Il y a eu Monstre aussi, il y a aussi une anthologie qui reprend le même principe. Donc, les enquêtes policières, ça marche aussi très très bien en anthologie, puisque ça permet effectivement d'avoir une histoire terminée à la fin de la saison. Comme une série de romans du même auteur, mais avec à chaque fois des histoires différentes. Bon, voilà, on a donné une bonne sélection pour les curieux qui n'ont pas trop regardé d'anthologie, qui ne sont pas forcément lancés. Chacune, si vous avez à retenir qu'une seule série d'anthologie, ce serait laquelle, Salambo? The Hunting, évidemment, sur Netflix. Donc 2 saisons, The Hunting of Hill House et The Hunting of Bly Manor. Je conseille plutôt Hill House, qui pour moi est vraiment un cran au-dessus encore en termes de maîtrise, notamment visuelle. Mais les deux sont incroyables, et préparez les mouchoirs parce que ça touche très fort. Voilà. Une première reco. Julie, toi, laquelle tu nous recommanderais de regarder? Moi, j'ai beaucoup aimé Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro. J'ai trouvé que c'était, encore une fois, pas toujours... C'était un peu inégal, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, et le fantastique rentre aussi pour moi dans ces genres qui marchent vraiment beaucoup avec l'anthologie, dans le sens où les twists de fin sont plus faciles à amener quand tu n'as que 40 minutes au lieu de 1h20, 1h30. Et ça marche super bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et ben voilà, déjà 2 bonnes idées pour occuper vos soirées, mais on en a 2 autres supplémentaires à vous donner, et c'est nos séries de la semaine. Voilà, on termine. Vous avez l'habitude par les recos de nos invités, et pas d'anthologie cette fois. 2 séries, on va dire, classiques, je ne sais pas si on peut dire ça, mais avec plusieurs saisons en tout cas, ou potentiellement plusieurs. Salambo, je vais donc commencer par toi avec Heartstopper, la série de Netflix. Il n'y a pas forcément une actu, parce qu'il y a quelques semaines, la série il n'y a pas de saison qui vient de sortir, mais voilà, on a appris qu'il n'y aurait pas de 4e saison à la série de Netflix, donc, mais un film pour conclure cette histoire, et ça t'a replongé dans la série. Oui, du coup, j'ai eu envie de revoir les épisodes. Donc là, je suis en plein dans la saison 3. C'est pour ça que j'avais envie de parler de cette série qui, pour moi, est vraiment une des plus belles séries adolescentes de ces dernières années, même de ces dernières décennies, disons-le. C'est une adaptation des romans graphiques d'Alice Oseman, qui raconte l'histoire d'amour entre 2 adolescents qu'on voit donc à l'écran, là, Nick et Charlie, que tout oppose, comme d'habitude, sur le papier, mais qui vont finir évidemment par tomber amoureux, et qui vont développer une très belle histoire tous les deux. C'est une série qui est plus sage sur le papier que Euphoria ou Skins ou des choses comme ça. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de voir des personnages
qui ressemblait finalement un peu plus à mon adolescence. C'est-à-dire que c'est pas, y a pas des grosses beuveries, etc. Mais voilà, c'est des ados plutôt geeks, qui aiment lire, qui aiment jouer aux jeux vidéo, à Mario Kart, qui font de la musique, qui aiment plein de choses dans la vie, et qui ont aussi beaucoup de problématiques assez difficiles. La saison 3, notamment, va assez loin sur des thématiques comme les troubles alimentaires, la dysphorie de genre, le changement de pronom. Voilà, c'est une série qui est très, très, très queer et qui est nécessaire, je pense, sur le petit écran. C'est un peu l'héritière aussi de Sex Education, par exemple, des choses comme ça. Mais à nouveau, avec vraiment quelque chose de très doux. C'est, même si on aborde des thématiques très difficiles, il y a vraiment un petit cocon de douceur. Voilà, les romans graphiques d'Alice Oseman sont exactement comme ça. Donc de temps en temps, on a des petites feuilles colorées qui traversent l'écran, des petits éclairs quand ils s'embrassent pour la première fois. Voilà, je trouve que c'est vraiment très doux, très réconfortant. C'est une série qui fait du bien. C'est une série qui fait du bien. Pour moi, ça répare un peu nos âmes d'ados, un peu cabossées par la vie. Voilà, ça nous offre un peu une réparation de tout ça. Et je trouve ça très beau. Voilà. Et voilà, c'est très bien vendu. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, effectivement, c'est une très belle série sur Netflix. Donc 3 saisons pour Heartstopper déjà disponibles. Et donc un film à venir. On ne sait pas encore quand il sortira. Non, le tournage a lieu cet été, normalement. Oui, peut-être l'année prochaine ou au pire 2027. On va terminer avec une série un peu différente qui va nous ramener peut-être vers ce dont on a parlé en début d'émission, puisqu'il y a robot dans le titre quasiment, parce que c'est Murderbot qui sort, nouvelle série d'Apple TV+, qui sort vendredi quand on enregistre, je crois, donc le 16 mai. Qu'est-ce que ça vaut, Murderbot, Julie ? Eh bien, écoute, ça vaut que Apple TV, il faut vraiment garder de près son catalogue quand il s'agit de science-fiction. On n'arrête pas de le dire. Franchement, c'est assez... la plateforme est en train de se construire vraiment une réputation dans le genre. Elle le fait de manière très plurielle avec des trucs très... Enfin, des séries, pardon, très dramatiques, avec des grosses ambitions comme The Fondation. Silo. Silo, Sévrance aussi, qui flirte avec la science-fiction. Et là, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la comédie, de la satire, avec donc Murderbot, un petit robot de sécurité qui s'est affranchi, qui a fait péter ses limitations logicielles. Auto-hacké. C'est ça. Il est très fort et en fait, il a maintenant du libre arbitre, donc c'est pas mal. Sauf qu'il est quand même envoyé en mission avec des humains sur une planète, on peut le voir un petit peu hostile. Et lui, ce qu'il voudrait plutôt, c'est regarder des telenovelas de l'espace depuis son casque. Sauf qu'aux côtés de ces humains, il va découvrir l'humanité, puisque lui ne connaît pas trop ça. Donc au début, il les trouve pas mal idiots. Pas tout à fait tort, mais c'est vraiment intéressant. Ça mélange les genres. Il y a de la bonne action qui tabasse à certains épisodes. Il y a beaucoup de comédie de second degré. Et Alexander Skarsgård est vraiment très bon dans l'exercice. C'est adapté de romans de Martha Wells qui s'appelle Journal d'un assassin. Donc là, c'est le premier tome qui est adapté. Et franchement, c'est extrêmement solide. C'est effectivement moins mystérieux que Sévrance. Vous n'allez pas vous faire des nœuds au cerveau a priori. C'est des épisodes de 20 minutes aussi, donc ça aide à regarder ça rapidement. Mais c'est vraiment très solide et visuellement, on peut le voir, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est assez réjouissant. Ça réinvente pas la roue en termes d'esthétique, mais c'est quand même très soigné. Donc moi, j'ai trouvé ça très très bien. Ça apporte effectivement une nouvelle flèche à l'arc de science-fiction de Netflix. Il faut vraiment regarder. Qui devient effectivement de plus en plus fourni. Il y a beaucoup de très belles choses à voir sur la plateforme. On n'arrête pas de le dire ici, mais on le redit encore une fois. Donc Murderbot, ça démarre vendredi 16 mai sur Apple TV+. Merci Julie. Merci. Je rappelle, donc chef de rubrique désormais cinéma et séries au Journal du Geek. Merci d'être venu une nouvelle fois dans l'émission. Et merci à Salambo d'avoir fait un nouveau détour par le plateau à Paris. Journaliste de série à Numérama. Ça ne bouge pas, on peut te lire. Tous les articles sont dispo sur le site de Numérama. Rubrique streaming en général. Tout à fait. Je cherche à les lire, ils sont là-bas. Merci à vous qui nous avez suivis pour cette nouvelle émission. On revient la semaine prochaine, vous avez l'habitude, donc je vous dis à très vite pour l'épisode suivant.